Alors moi, je suis philologue et ma matière, mon support, ce sont les mots, ce sont la langue. Et je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur les mots du corps, c'est-à-dire quels mots utilise-t-on aux différentes époques, dans les différentes langues, je m'en tiendrai au grec et à la langue française, pour décrire le corps, pour désigner le corps. Et en quoi ces mots reflètent une vision du monde, un découpage, une ouverture parfois sur le corps. Alors, en grec, le mot qui signifie corps, c'est soma, qu'on retrouve dans somatique. Et quand on pense au corps, dans la Grèce antique, certainement, la première vision que l'on a, ça doit être peut-être pour vous les sculptures du Parthénon, un corps idéal, un corps parfait, celui des hommes, mais aussi celui des dieux, celui d'Apollon, celui d'Aphrodite ou celui des athlètes. Pour les médecins, évidemment, vous vous en doutez, le corps idéal, c'est une référence, une norme, mais dans la réalité, il n'existe pas. Alors, ces médecins, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Hippocrate, au moment où la médecine va se constituer en tant qu'art, c'est-à-dire au moment où on va dire il existe un art de la médecine distinct de la philosophie, eh bien, ces médecins vont s'emparer du corps pour le regarder à leur manière, qui n'est pas celui des sculpteurs, des poètes, des philosophes. Avant eux, un poète comme Homère, au 8e siècle avant notre ère, va utiliser ce mot de soma, mais il n'aura comme sens, ce mot de soma, chez Homère, que le corps mort. Soma, chez Homère, c'est le cadavre. Et pour désigner le corps, Homère va utiliser un autre mot, qui est kros. Kros que vous retrouvez dans chromatique, c'est-à-dire la peau, mais la peau parce que la peau a une couleur. Et c'est la surface du corps, la couleur du corps, qui va être retenue comme signifiante. Pour Platon, le philosophe, qui va s'emparer lui aussi de ce mot, soma, et qui va jouer de ce mot et de son étymologie, soma rime avec séma. Séma, en grec, vous l'avez dans sémantique, c'est le signe. Mais quand Platon fait ce jeu de mots entre soma et séma, il donne à séma un sens bien particulier, ce qui désigne, ce qui est le signe d'un corps mort, c'est-à-dire le tombeau. Soma, séma, corps, tombeau. Puisque bien sûr, pour Platon, derrière, il y a l'idée âme, corps, le corps étant en quelque sorte le tombeau de l'âme. Pour les médecins, l'image est différente. Le corps qu'ils ont devant eux, c'est un corps souffrant, un corps qui doit être soigné, ou s'il est en bonne santé, que l'on doit conserver dans cette bonne santé. Et pour ça, il faut apprendre à comprendre comment fonctionne ce corps. Et il va falloir essayer de comprendre comment il a été généré. Quelle est la génération du corps ? Et le modèle qui va s'imposer aux médecins, c'est le modèle de la philosophie. C'est le modèle qui a servi à expliquer, avant les médecins, comment a été généré l'univers. L'univers, pour un grec, c'est le cosmos, encore un autre mot, que vous retrouvez dans cosmétique. Cosmos, c'est tout ce qui est beau parce que bien agencé, beau parce que bon. Eh bien, ce cosmos, bel et bon, bien agencé, idéal, il a été expliqué par les philosophes comme étant composé de 4 éléments, eau, terre, ciel et feu. Les médecins, de la même façon, vont expliquer le corps humain comme étant formé de ces 4 éléments auxquels ils vont rattacher 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire. Et c'est l'équilibre parfait de ces 4 éléments relayés par ces 4 humeurs auxquels Galien va ajouter les 4 qualités, humide, sec, chaud, froid, qui vont constituer le corps humain comme idéal, bien équilibré, résultant d'un mélange parfait. Et la langue française garde la trace de ce corps sanguin,
quand domine le sang, auquel vont être attachés un certain nombre de caractères. Le sanguin, ce n'est pas seulement celui qui a la peau rouge, c'est aussi celui qui est plus colérique, plus emporté. Le flegmatique, celui où le flegme domine, aura un tempérament plus lent à comprendre et à agir. Le bilieux sera prompt, lui, à se faire du souci pour rien. Quant au mélancolique ou l'atrabilaire, les deux mots signifiant la même chose, c'est-à-dire une dominance de bile noire, eh bien, il sera porté à la fois à la mélancolie et au génie, à la dépression et à la création, les deux étant liés dans cette vision grecque antique. Alors, ce corps bien équilibré, parfois il est déséquilibré. Et à ce moment-là, de sain qu'il était, il va devenir malsain. Mais pas tout de suite. Il va passer par une phase qui s'appelle le neutre. Et il faudra que le médecin s'emploie à rééquilibrer ce mélange, cet équilibre, par le régime. Il va donner des boissons chaudes, des boissons froides, si vous êtes trop chaud, si vous êtes trop froid. Et cette vision d'un corps qui n'est malade que dans sa dernière extrémité, au moment où il ne peut plus accomplir les actes de la vie quotidienne, est une vision à la fois extensive, puisqu'on peut être sain, malsain, neutre, mais aussi très compréhensive, car c'est une vision de l'univers qui se reflète dans cette vision du corps, comme j'ai essayé de vous le montrer à travers cette vision des 4 éléments. Et cet univers, pas en extension, mais ce grand univers qu'est le cosmos, ce macrocosme, a servi de modèle pour penser ce petit univers qu'est le corps, ce microcosme. Le corps, pour un grec, c'est un microcosme construit à l'image du macrocosme. Et pour un grec, la connaissance, irrémédiablement, indiscutablement, passe par le corps, évidemment. Le corps est objet à la fois de connaissance et ce par quoi on va avoir accès à la connaissance. Et pour comprendre le macrocosme, on a besoin du microcosme. Et ce lien indissoluble, indissociable entre le biologique et le métaphysique, on peut le percevoir encore dans certaines expressions, là encore, de la langue française, où l'on dit « toucher la vérité du doigt » ou bien « mon petit doigt m'a dit ». Et si vous savez quelque chose, bien souvent, c'est parce que votre petit doigt vous l'a dit, c'est-à-dire parce que votre corps, qui est aussi objet de connaissance, est d'abord ce par quoi vous accédez à la connaissance. C'est le microcosme qui vous permet d'accéder au macrocosme. C'est le biologique qui a été élevé à la dimension de la métaphysique. Micro. Merci à vous. Restez là, on va discuter quelques minutes ensemble. C'était très clair. On se rend compte de plein de choses, évidemment, avec ce tempérament sanguin, ce tempérament flegmatique, d'où ça vient. Il y a cette notion aussi qui est intéressante. Vous parlez de corps sain, corps malsain et corps neutre, une espèce de transition où on commence à glisser vers la mauvaise santé. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça Ou vers la bonne. Ou vers la bonne, voilà, on est dans un entre-deux. C'est un état transitoire. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ce corps neutre aujourd'hui, encore dans la médecine d'aujourd'hui, dans la vision du corps sain ? Eh bien, tel qu'il est décrit dans les textes antiques, ce corps neutre, il correspond finalement à 2 choses, à l'état du convalescent, celui qui revient de maladie, mais aussi à l'état du vieillard. Le vieillard et la vieillesse ne sont pas une maladie. C'est un état neutre. C'est un état où on peut aller vers le moins bon, vers le meilleur aussi, si on sait prendre soin de son corps. Il y avait un peu cette idée que finalement, il n'y a rien d'inéluctable dans la vieillesse et que si on s'y prend bien, si on fait les bons régimes, si on a les bons comportements, on peut presque aller vers l'éternité. Il ne tient qu'à nous de bien
de bien durer. C'est amusant que vous disiez ça parce que effectivement, il y avait un philosophe un peu fou qui avait écrit un traité sur l'agérasie. L'agérasie, en grec, c'est agérasia, c'est l'absence de vieillesse. Et ce philosophe très optimiste disait « Il suffit d'adopter le bon régime, de manger chaud quand on a besoin de chaud, froid quand on a besoin de froid, de faire les bons exercices, de bien dormir, de bien faire tout ce qu'il faut, et effectivement, on va échapper à la vieillesse. Et les médecins, dont Galien, se moquent de lui en lui disant « Mais regarde-toi, tu es tout décati, tout décharné, ta peau est jaune et fripée. » Et le philosophe répond « Oui, mais c'est parce que je n'ai pas pu suivre ce régime dès l'enfance. Mais ceux qui me liront pourront, en bénéficiant de mes conseils, échapper à la vieillesse. » Et la conclusion, c'est que le philosophe est mort avant d'avoir pu amener à l'âge adulte ceux dont il avait la charge et que personne n'a jamais su si le régime en question fonctionnait. Très bien. Il y a aussi cette vision microcosmique de l'organisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être plus dans une vision écosystémique, c'est-à-dire qu'avec toutes les bactéries, les virus, nos propres cellules de notre corps, on compare souvent ça à un écosystème. Est-ce que cette vision-là, il y en avait déjà quelque chose à cette époque-là, ou c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus récent ? Alors, ce qui est, si on va du côté des écosystèmes, l'écosystème n'était pas pour les Grecs à l'intérieur du corps, ça ils ne l'avaient pas imaginé parce qu'ils n'avaient pas les moyens ni de le voir ni de le vérifier, mais en revanche ils étaient très très sensibles à l'environnement du corps, donc au macrocosme, et à l'influence du climat, des eaux, des vents, de tout ce qui pouvait entourer le corps. Et Hippocrate a écrit un traité, des airs, des eaux et des lieux, où il détaille les maladies auxquelles vous serez le plus exposé selon que vous habitez dans tel lieu, sous telle exposition et selon les saisons également. Donc déjà cette notion d'interaction et de notre santé liée à notre environnement. Oui. Merci beaucoup, on vous retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette rencontre. Merci Véronique Bourdon-Milot.